Bonjour, nous allons parler de la Baule aujourd'hui, de l'histoire de la Baule et des écoles de la Baule avec Bernard Berthaud qui publie un nouveau livre, De la plume d'oie à la pointe bic. Vous nous faites faire un tour des écoles de la Baule jusqu'en 1980 et c'est publié à la collection Patrimoine de la Baule. Pourquoi avoir travaillé sur cette idée des écoles de la Baule? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, dès qu'un bourg existe, dès qu'une ville existe, de tout temps, il y a toujours eu au centre, dès qu'il y a quelques dizaines ou centaines d'habitants, une école? Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a une histoire particulière par rapport à Escoublac d'abord et à Escoublac-la-Baule après. C'est-à-dire que, en fait, le Escoublac a bénéficié de l'arrivée des moines. Et les moines, dans leur monastère, avaient déjà une pièce qui servait à accueillir les garçons et les filles et les adultes qui souhaitaient parler français quand ils parlaient patois, écrire, compter. Donc les premières classes ont eu lieu dans les monastères, puisqu'il y avait 2 monastères à Escoublac, dans le monastère Saint-Louis et dans le monastère Saint-Pierre, qui se faisaient une légère concurrence. Et ça se passait dans une grande salle. On était assis sur des bottes de paille et on n'avait pas de cahier, on n'avait pas de crayon, on n'avait même pas tellement de plumes. La plume est venue après. Et c'est bien une plume d'oie qu'on tirait sur les oies, comme le montre l'image sur le dessin là. C'était une plume d'oie. Qu'est-ce que l'école ? Comment est inventée l'école? Parce qu'en réalité, il y a la version contemporaine, on nous parle de Jules Ferry, voilà. En réalité, il y a eu la chanson avant ce bon vieux sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Donc en réalité, l'école a toujours existé sous des formes différentes, sous des statuts différents. Sous des statuts différents et sous des formes différentes, et surtout, c'est par rapport à la population qui y venait. La population, comme maintenant où tout le monde va à l'école, ce ne fut pas le cas. Au départ, c'était un peu les privilégiés, les gens qui faisaient du commerce et les gens qui faisaient du voyage, qui prenaient le chemin de Compostelle ou le chemin d'ailleurs, et ils avaient besoin d'un minimum de connaissances, ne serait-ce que pour reconnaître les villes. C'est-à-dire qu'ils écrivaient avant de partir, par exemple, Paris, P-A-R-I-S, et quand ils arrivaient à Paris, voilà, comme ça. Ils savaient qu'ils étaient à Paris, même s'ils ne savaient pas l'écrire. C'était d'ailleurs quelque chose pour se débrouiller dans la vie. Alors c'est aussi le côté du calcul. Savoir que 2 et 2 font 4, faire une addition, une soustraction. Donc c'est comme ça qu'est né un peu. Et alors aussi un autre qu'il faut pas oublier de dire, c'était l'envie et le besoin qu'avaient les moines d'apprendre les prières. Ça passait par les prières, donc il fallait savoir passer du latin au français, le pater au Notre Père, l'Ave Maria à Je vous salue Marie. Il faudrait préciser aussi sur ce que vous dites qu'il n'y avait pas de barrière sociale à l'entrée des écoles. Vous dites bien c'était en fonction de son besoin. Ça veut dire qu'il y avait des familles qui n'avaient pas le besoin de faire voyager leurs enfants et qui ne leur mettaient pas à l'école parce elles préféraient leur faire apprendre un métier directement, comme être au champ, etc. D'autres qui étaient peut-être de classe sociale pas haute, mais dont étaient marchands. Là, on les mettait à l'école. Je voulais préciser cela, c'est sous votre contrôle. C'est exactement ça. Qu'on ne nous dise pas, à l'époque, les pauvres n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Non, parce qu'il y avait des pauvres qui allaient à l'école. Et il y avait des riches qui n'y allaient pas, parce que c'était une jolie fille, elle était destinée à se marier, elle n'avait pas besoin d'aller à l'école. Il y avait même chez le Seigneur, quelquefois, quelqu'un qui apprenait aux enfants du Seigneur, qui se mêlaient pas justement aux gens qui allaient au monastère. Il y avait déjà une petite différence. Les seigneurs qui tenaient le château, qui tenaient le village, qui tenaient le bourg, eux, ils n'allaient pas à l'école. Et ça n'est que bien sûr après qu'est venu vraiment ce besoin que nous avons aujourd'hui d'apprendre à le connaître d'une façon ou d'une autre. Alors l'école. Elle a peut-être toujours existé, même à l'époque où il y avait des Romains ici. Mais première école, c'est là, identifiée. C'est ça, vous commencez en 1694. Très bien, vous avez bien vu, exactement. Donc c'est là où on a commencé vraiment à installer un vrai... C'est comme un arbre généalogique finalement. Exactement. Parce qu'en fait, on peut remonter très Exactement. loin. Vous êtes remonté le plus loin, tout à fait. Vers le plus ancêtre identifié. C'est pas dire qu'avant celui-là, les gens n'existaient pas. Et non, et ils n'apprenaient pas. Et aussi, ce qui a légiféré beaucoup, c'est quand, avec la loi Guizot,
vers 1830, la loi Guizot a, lui, inventé le certificat d'aptitude pour faire l'école. Donc, c'est ce certificat d'aptitude pour faire l'école, tout le monde pouvait le passer. Enfin, tous ceux qui en avaient l'envie. Et par exemple, à Escoublac, donc, il y avait le secrétaire de mairie qui s'appelait Julien Roussel. Et quand le maire a dit « il me faut une école », il a dit à Julien Roussel « tu passes ton diplôme ». Il avait 28 ans et le diplôme se passait à Rennes. Il y avait des sessions. Préciser que c'était en 1833. Exactement, oui, 1833. Oui. Et donc, ça a été la première école, vraiment en tant qu'école. Et l'école était sous la responsabilité du maire, pas du ministre de l'Éducation, c'est le maire. C'est le maire qui se choisissait un instituteur, qui payait l'instituteur, qui achetait des tables, qui éventuellement achetait de la craie pour aller sur le tableau. Et les parents payaient pour aller à l'école. Il y avait au conseil municipal un conseil municipal spécifique en début d'année pour dire quel sera le prix. Et il y avait toujours une catégorie, les nécessiteux. C'était pas très joli comme nom, mais enfin, on les appelait les nécessiteux, ceux qui pouvaient pas payer, et on les inscrivait quand même. D'accord. Il y avait quand même la place pour eux. Alors, c'était des petites classes où il y avait 40, 45, 50 élèves. Ça fait hurler aujourd'hui quand on fait des classes de 10. Et ils apprenaient. Ils avaient soif d'apprendre. C'est ça, pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1850, vraiment, les gens avaient soif d'apprendre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'éducation nationale qui est la plus étatisée au monde, la plus contrôlée au monde, puisque même récemment on a interdit, très fortement contrôlé ce qu'on appelle l'école à la maison, c'est la France qui est la plus stricte en matière d'éducation, de contrôle de l'éducation nationale. Et alors qu'à cette époque-là, finalement, les jeunes ne sont pas sortis plus idiots quand il y avait cette absence de contrôle. Il y avait un socle commun qui était finalement partagé naturellement. Il y avait peut-être quelque chose qui n'existe plus, une vraie soif d'apprendre. Maintenant, on n'apprend pas forcément à lire et à écrire, on a plus envie d'apprendre à faire bien sur son ordinateur, etc. iPad. Et on avait une soif d'apprendre le masculin, le singulier, le féminin, le pluriel, ces choses-là qui nous paraissent désuètes aujourd'hui et qui, pour les gens, étaient complètement essentielles. Et les parents aussi étaient fiers que leurs enfants, par exemple, puissent lire quelque chose qu'eux ne pouvaient pas lire. C'était les enfants qui apprenaient un peu aux parents à lire. Oui, parce que finalement, quand on regarde ces bulletins, tout se faisait autour de la lecture, de la connaissance du monde et des mathématiques. Oui. On pourrait plutôt dire le calcul. C'est-à-dire vraiment ce qui est simple. L'addition, la soustraction. Oui, ce que l'on ne sait plus faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. C'est simple que ça, finalement, puisqu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et puis, on apprenait l'étape d'addition, l'étape de soustraction. On apprenait l'alphabet. On apprenait très tôt l'alphabet. La plus ancienne école qui remonte à la Baule, finalement, et qui existe encore, c'est l'école Sainte-Marie. Alors, c'était... Oui. Puisqu'elle n'est plus en tant que telle, maintenant, l'école Sainte-Marie. Oui. En fait, l'école Sainte-Marie a été construite... que nous avons connue, j'allais dire. Que vous avez connue, et qui était avec des religieuses, et qui était pour les filles. Et parallèlement, il y avait quand même une école qui était construite. Actuellement, on est en train de refaire la façade au bout de l'avenue de Lattre, pas loin de la place de la Victoire. On est en train de refaire l'école, et c'était... la mairie annexe de la Baule, qui dépendait d'Escoublac, et de chaque côté, c'était une école de garçons, une école de filles, dirigée par monsieur Beaumelex et madame Beaumelex. C'était les premières écoles communales, tandis que l'autre, c'était une école de religieuses. Puis vous citez des instituteurs qui sont succédés, des directeurs d'école. Je trouve que leur trace est restée. Oui, nous avons recherché, bien sûr. Je trouve qu'il y a eu toute une quantité d'instituteurs qu'on a appelés d'ailleurs les hussards de la République, qui ont façonné un petit peu l'ensemble des enfants de la commune. Et ça, dans les endroits où il y avait une école à la Baule-Escoublac, il y avait ces instituteurs-là qui voulaient et qui vraiment prétendaient. D'ailleurs, ils étaient en même temps chefs de la fanfare, chefs de gymnastique. Ils n'étaient pas exclusivement rivés à leur école.
Et puis savoir, alors évidemment, on quitte un peu le domaine local, on s'approche aussi du national, ça se mélange. Ah ben moi parfois. j'ai voulu montrer À partir justement. de quand il y a eu une sorte de cursus national qui s'est Moi, imposé j'ai voulu justement voir que quand même toujours les communes s'étaient adaptées aux différentes lois. Il y a eu la loi Guizot, la loi Fallou, la loi Ferry, et à chaque fois les établissements se sont adaptés à ce qu'on leur demandait. Et puis quand même, c'est avec, surtout après la guerre, et un peu avant la guerre, avec Jean Zay, un ministre de l'Éducation nationale, où l'école est devenue plus nationale, c'est le moment de dire, et que les directeurs d'école étaient nommés par le ministère. Là, ça a beaucoup changé. C'était plus nommé par le maire de la commune, qui avait un vrai pouvoir par rapport à l'école. Dans la découverte que nous avons faite par rapport à tout ça, il y a aussi un moment qui nous a étonnés, c'est le moment de la guerre de 39-45. Parce que pendant la guerre de 39-45, toutes les écoles ont été vidées. Elles ont été réquisitionnées par les Allemands et chaque école a disséminé un peu partout, à Valette, à Chemillé, à Melay, et à chaque fois avec des histoires, des vraies histoires, et en particulier, par exemple, pendant ce temps-là, à Valette, il y a des enfants qui étaient là, réfugiés, protégés, qui vont jouer avec des engins qu'il fallait pas, et puis il y en a un qui a été tué, qui était donc on va là-bas pour se réfugier et on y trouve la mort. D'ailleurs, ce petit bonhomme-là, je le nomme, il est mort pour la France. Il a eu un hommage, mort pour la France. Qui étaient ces enfants à l'époque où la Baule n'était pas développée sur le plan touristique ou économique comme elle l'est maintenant? C'était les enfants des artisans. On sait ce qu'ils sont devenus. Certains sont restés ou beaucoup sont partis. On en a interviewé beaucoup. Et on en a interviewé beaucoup, où on a interviewé des familles. Par exemple, j'ai retrouvé la sœur du petit garçon qui avait sauté sur la mine, là, à Valette, et qui m'a raconté ça. Et alors aussi, beaucoup de gens nous ont donné leurs photographies de groupe. Ça, c'est important pour déjà voir comment chacun s'installe ensemble, l'attitude que l'on a, le costume que l'on a, le sourire que l'on a. La traditionnelle photo de classe n'a pas beaucoup évolué depuis les années 40 jusqu'aux années 80. Finalement. Ah oui, absolument. Oui. On retrouve les tubes. Absolument. Même le code vestimentaire, finalement. Ah si, quand c'est même. En 80 que ça a vraiment changé. Oui, absolument. Mais au départ, il y avait quand même quand on allait en classe, on avait une blouse, comme on disait. Et une blouse noire pour les garçons, une blouse plus de couleur pour les filles. Et on revient à la mode de la blouse, d'ailleurs, dans certains endroits. Comment avez-vous fait votre recherche? Il y a des bulletins municipaux, Et il y a d'ailleurs dedans le livre, par exemple, une des premières écoles qui avait eu lieu, il y en avait encore pas à la Baule, qui était à Escoublac, et il fallait rendre compte tous les mois des absences. Et on marque donc motif de l'absence, maladie, ou utile à la maison. L'absence. Et alors, dans tous les gens, dans la première école d'Escoublac qu'il y avait, où il y avait une de la Baule, B-A-U-L-E, et il y avait 24 jours dans le mois, elle est absente 24 jours. C'était peut-être trop loin pour venir de la Baule à Escoublac. Voilà, un travail passionnant de Bernard Berthaud. Ça s'appelle De la plume d'oie à la pointe bic. C'est un voyage, c'est dans les librairies, puis c'est un voyage dans le temps, dans l'histoire de l'éducation nationale et des écoles de la Baule Escoublac. Pourquoi être resté simplement sur la Baule? Parce qu'en réalité, une famille pouvait être un enfant à Guérande, tout est si proche, Saint-Nazaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voulait quand même centrer un peu sur la population locale. Et on voit aussi que dans les frontières locales, c'est ça. Il y a beaucoup d'écoles qui n'existent plus, l'école Edelweiss, etc., machin. Et on explique aussi pourquoi, à un moment, une école disparaît. Elle est habilitée à aller ailleurs, ou d'autres. Par exemple, Tanchou est parti. Alors, il y a aussi tous les gens comme Tanchou qui sont morts pendant la guerre. C'était un instituteur. Désolé d'être plus long. Non, mais c'est passionnant, voilà, tout simplement. Bernard Berthaud, De la plume d'oie à la pointe bic, c'est publié aux éditions Collection Patrimoine de la Baule et on le trouve déjà partout. Merci d'être venu nous en parler, cher Bernard Berthaud.